J'ai toujours pensé que je connaissais Catherine mieux que quiconque. 23 ans de mariage, 2 filles, une maison à Neuilly-sur-Seine, où chaque recoin respirait notre histoire commune. J'avais bâti un empire à partir de rien. J'avais commencé avec une petite épicerie à Aubervilliers, et aujourd'hui je suis propriétaire d'une chaîne de supermarchés et l'un des hommes les plus riches d'Île-de-France. L'argent n'a jamais changé mon caractère. Mon père, un mineur de Saint-Étienne, m'avait inculqué une chose. Jean, tu peux tout avoir, mais ne perds jamais ton honneur. Je me suis accroché à cela comme à un commandement. Lorsque j'ai décidé de me présenter à la mairie de Paris, Cathy était mon plus grand soutien. Du moins, c'est ce que je croyais. Elle me tenait la main à chaque réunion, souriait aux caméras, se tenait à mes côtés lors des meetings matinaux à République et des débats du soir sur France Télévisions. « Tu es l'homme le plus formidable que je connaisse », me murmurait-elle à l'oreille avant chaque apparition publique. Je me souviens de cette poussée de confiance quand ses doigts s'entremêlaient aux miens. Je croyais qu'ensemble, nous changerions cette ville, que mon honnêteté et son soutien étaient les fondations sur lesquelles nous bâtirions un avenir meilleur pour tous. Mon adversaire, Marc Delorme, était le genre de politicien que je ne supportais pas. Il était insaisissable comme une anguille, promettait monts et merveilles, et sa campagne était financée par des gens dont les noms n'ont jamais été révélés. Tout le monde savait qu'il ne jouait pas franc jeu, mais il retombait toujours sur ses pattes. Il avait 10 ans de moins que moi. Beau gosse dans ce style calculé, toujours rasé de près, costume Armani, cheveux coiffés comme un présentateur de JT. Il se moquait de mon approche vieux jeu de la politique, disait que Paris avait besoin de fraîcheur, et non de quelqu'un qui sent le saucisson bon marché des marchés de banlieue. Je me souviens de la veille du débat final. J'étais assis dans mon bureau, préparant mes notes, quand Cathy m'a apporté du thé. Tilleul, avec du miel, exactement comme j'aimais. « Demain, tu vas leur montrer qui tu es vraiment », a-t-elle dit en m'embrassant sur le front. J'étais épuisé. La campagne durait depuis près d'1 an, mais j'ai senti un regain d'énergie. C'était la Cathy que je connaissais, attentionnée, aimante, la mienne. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement, pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain, je fus réveillé par la sonnerie du téléphone. Il était 5h30 du matin. Mon équipe de campagne était en panique. « Monsieur le maire, vous devez aller sur Internet tout de suite. » La voix de mon attaché de presse Thomas tremblait. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à regarder d'abord Cathy. Elle dormait à côté de moi, respirant régulièrement, calmement. Quelque chose dans ce calme sonnait faux. J'ai pris mon téléphone et tapé mon nom dans le moteur de recherche. Ce que j'ai vu a figé le monde autour de moi. Des photos de moi, endormi, dans les postures les plus étranges. J'étais allongé dans le lit en sous-vêtements, la bouche ouverte, de la bave coulant sur ma joue. Sur une autre, j'avais la chemise débraillée, comme si je m'étais retourné dans mon sommeil. Il y avait des centaines de photos comme ça, toutes prises de près, sous différents angles, comme si quelqu'un s'était tenu au-dessus de moi avec un téléphone pendant des heures. Sous chaque photo, la même légende. Voici comment dort le candidat à la mairie de Paris. Voulez-vous vraiment que cette épave endormie représente votre ville? Mon cœur battait à tout rompre. J'ai reconnu les draps. C'était notre chambre. J'ai reconnu la lampe de chevet que Cathy avait reçue de sa mère. Ma propre femme. Pendant un instant, je n'ai plus pu respirer. Je l'ai regardée à nouveau. Elle dormait toujours. Ou elle faisait semblant. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les réseaux sociaux explosaient. Les gens partagèrent les photos, faisaient des mèmes, plaisantaient. On ne ferait jamais de telles photos de Marc, parce que lui ne dort pas, il agit, écrivait quelqu'un sur Twitter. Un autre ajoutait « Si le maire était maire, Paris dormirait pendant tout le mandat. » Je ne pouvais pas croire que cela arrivait vraiment. 23 ans à bâtir une réputation, des centaines d'heures de travail social, des millions d'euros donnés pour aider les plus démunis. Tout cela s'était effondré en 1 seconde, parce que ma femme avait décidé de faire de moi la risée publique. Je suis descendu. Cathy était déjà assise dans la cuisine, buvant son café. Elle m'a regardé calmement, comme si de rien n'était. « Tu as vu ?» ai-je demandé, essayant de garder mon sang-froid. Elle a hoché la tête. « Oui, c'est terrible. Quelqu'un a dû pirater notre téléphone. » Elle mentait. Je le voyais dans ses yeux. Au fil des années, j'avais appris à lire ses micro-expressions, cette légère contraction du coin gauche de la bouche, la façon dont elle détournait le regard une fraction de seconde trop longtemps. « Cathy, c'est toi.
ai-je dit doucement. Elle a reposé sa tasse. Un silence a plané un instant, puis elle a haussé les épaules. Et si c'est le cas, peut-être que je devais le faire, peut-être que tu l'as mérité. Le monde a tremblé. Mérité? Pourquoi? Elle s'est levée, calmement, sans hâte. Pour toutes ces années où tu étais si occupé par tes affaires, ta politique, ta perfection, pour n'avoir jamais remarqué que j'avais cessé d'exister. Elle a fait une pause. Marc me voyait. Marc m'entendait. Marc. Delorme. Mon adversaire. Quelque chose s'est brisé en moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté la tasse contre le mur. Je suis juste resté là, sentant tout ce en quoi je croyais se dissoudre comme du sucre dans de l'eau bouillante. Ça dure depuis combien de temps? Ai-je fini par demander. 6 ans. A-t-elle répondu sans hésitation. 6 ans. Pendant 6 ans, alors que je bâtissais notre avenir, elle bâtissait mon humiliation avec le type qui se moquait publiquement de mon honnêteté. Le débat a eu lieu comme prévu, mais tout le monde savait que ce n'était plus qu'une formalité. Les gens dans le studio ricanaient. Delorme souriait de son sourire parfait, mais dans ses yeux, je voyais autre chose, le triomphe. Ce n'était pas seulement un jeu politique, c'était personnel. J'ai perdu le vote de manière écrasante, 67% contre 33%. Ce n'était pas une défaite, c'était un enterrement vivant. Une semaine plus tard, Marc Delorme prenait ses fonctions de maire de Paris. Cathy a quitté la maison. Elle n'a pas pris grand-chose, juste des vêtements et quelques affaires personnelles. Elle n'a même pas laissé de lettres. Nos filles, Manon et Zoé, ont cessé de me parler. Elles voyaient comment leur mère avait souffert à cause de mon indifférence. C'est ainsi qu'elle l'appelait. J'étais assis dans la maison vide à Neuilly, entouré de succès, d'argent et d'un vide total. Mais dans ce vide, quelque chose a commencé à naître. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la rage. C'était quelque chose de plus froid, de plus précis. Un plan. Cathy et Marc pensaient avoir gagné. Ils pensaient qu'ils allaient maintenant diriger la ville, que ma réputation était en ruine et que je ne me relèverais pas. Ils ne me connaissaient pas aussi bien qu'ils le pensaient. Pendant 23 ans, j'avais été un homme honnête, un mari aimant, un père dévoué. Il était temps de leur montrer l'autre facette de Jean Lemaire, celle qui avait bâti un empire à partir de rien et qui ne reculait jamais devant un défi. Il ne s'agissait plus de pouvoir. Il ne s'agissait plus d'argent. Il s'agissait de quelque chose de bien plus important, la justice. Il m'avait détruit par le mensonge, la trahison et la manipulation. Je les détruirais par la vérité, la patience et l'intelligence. Et quand tout serait fini, ce seraient eux qui gîteraient dans les décombres de leurs propres mensonges. Et moi, je me tiendrais droit, propre comme toujours. J'ai commencé par un coup de fil. À mon vieil ami, Paul, journaliste d'investigation au Monde. Paul, j'ai une histoire pour toi, mais on doit faire ça intelligemment. Paul n'a pas posé de questions inutiles. Nous nous connaissions depuis nos études à la Sorbonne, lui en journalisme, moi en économie. Ensemble, nous buvions des coups au bistrot des Marronniers et discutions de la façon dont nous allions changer la France. Lui avec ses articles, moi avec mes affaires. Le temps était venu pour que ces deux chemins se croisent. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café à Belleville, loin des regards des politiciens et des journalistes du centre. Paul ressemblait à lui-même. Chemise froissée, veste en cuir usé, lunettes à monture épaisse. Mais ses yeux étaient vifs comme des rasoirs. J'ai posé le dossier devant lui. « C'est quoi ?» a-t-il demandé en allumant une cigarette malgré l'interdiction. La serveuse n'a pas bronché. À Belleville, on tolérait ce genre de choses. « Le début », ai-je répondu. Dans le dossier, il y avait des relevés bancaires. Pas les miens, bien sûr. Cathy avait son propre compte qu'elle gérait elle-même. Pendant des années, je n'avais jamais vérifié ce qu'elle en faisait. Je lui faisais confiance. Une grave erreur. Après son départ, j'ai eu accès à tous les documents matrimoniaux, y compris son historique de transactions. Et j'y ai trouvé quelque chose d'intéressant. Des versements. Réguliers, chaque mois, depuis 6 ans. Toujours à la même date, le 5. Des montants variables, mais toujours significatifs. De 1 000 à 2 500 €. Et l'émetteur? Une société de conseil, Dell Pro Solutions. Le propriétaire? Marc Delorme. Paul a sifflé doucement. Il payait sa maîtresse? A-t-il demandé.
J'ai secoué la tête. Ce n'était pas des cadeaux. C'était des paiements pour services rendus. Regarde les dates. J'ai glissé mon doigt sur les documents. Chaque versement intervenait le lendemain du jour où je lui transmettais des informations confidentielles sur ma campagne. Date de réunion, thème des débats, même les détails de ma stratégie électorale. Tout ce que je lui disais en confiance atterrissait chez Delorme le lendemain. Paul a tiré sur sa cigarette et m'a regardé avec un étrange mélange d'admiration et de pitié. Putain, Jean, c'était une espionne. Je n'ai pas répondu tout de suite. Une espionne. Le mot semblait presque ridicule, comme si nous étions dans un film d'action. Mais c'était la vérité. Ma femme m'avait vendu pendant 6 ans. Et cela aurait sans doute continué sans ces maudites photos. Il y a encore autre chose, ai-je ajouté. J'ai sorti la 2e page du document. C'était une impression de son téléphone. J'avais réussi à récupérer certaines données avant qu'elle ne change définitivement tous ses mots de passe. Des SMS entre elle et Marc. Ce n'étaient pas de simples messages d'amants. C'était brutal, calculateur. Ce soir, il a une réunion avec ses conseillers à 20h. Il a dit qu'il prévoyait d'attaquer tes liens avec les promoteurs immobiliers. Prépare-toi. Demain, interview sur France 2 à 14h. Il va parler du programme logement. Tu connais les détails, je joins l'enregistrement. L'enregistrement. Elle enregistrait nos conversations. Paul était blême. Tu en as d'autres? J'ai tout, ai-je répondu calmement. 6 ans de correspondance, des centaines de messages, des documents financiers et même des photos. Je ne lui ai pas montré les photos. Certaines choses doivent rester privées, même au moment de la vengeance. Mais il y avait des photos de Cathy et Marc ensemble, dans des restaurants, des hôtels, même dans notre maison de vacances à Deauville, quand j'étais en déplacement professionnel. « Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ?» a-t-il fini par demander. Je me suis penché vers la table. D'abord, je veux que tu vérifies ces entreprises. Delpro Solutions n'est qu'une façade. Il a d'autres entités comme ça, au moins 4 ou 5. Toutes enregistrées au nom de prête-noms. Je veux savoir d'où il tire l'argent. Je veux savoir à quoi il le dépense. Et je veux savoir si, en tant que maire, il n'abuse pas de ses pouvoirs. Paul a souri. Tu penses qu'il vole? Je sais qu'il vole, ai-je répondu. Les gens comme lui n'agissent pas honnêtement. C'est impossible. Pendant les 3 semaines suivantes, Paul a travaillé comme un forcené. Moi, pendant ce temps, je m'occupais de mes affaires, mais ma tête était ailleurs. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à tout ce que j'avais perdu. La maison était vide. Manon et Zoé refusèrent de me voir. Cathy les avait convaincus que j'étais un père et un mari horrible. Peut-être avait-elle raison. Peut-être étais-je vraiment si occupé que je n'avais pas remarqué qu'elle s'éloignait de moi. Pendant un instant, je me suis autorisé cette pensée. Puis je me suis rappelé comment, pendant 20 ans, j'avais tout construit pour nous. Comment chaque soir je rentrais à la maison, je lui demandais comment s'était passée sa journée, j'écoutais ses récits sur ses rencontres mondaines, les problèmes avec les voisins, le fait que le jardin avait besoin d'une nouvelle pergola. J'écoutais, j'étais là. Je n'étais peut-être pas parfait, mais je ne méritais pas ce qu'il m'avait fait. Paul m'a contacté un jeudi soir. On doit se voir. Maintenant. Sa voix était tendue. Cette fois, nous nous sommes vus dans ma propriété de Neuilly. Personne ne nous y verrait. Personne n'écouterait. Il a posé son ordinateur portable sur la table et ouvert plusieurs onglets. Prêt? Ce qu'il m'a montré a dépassé mes attentes les plus folles. Marc Delorme ne se contentait pas de diriger des sociétés écrans. Il utilisait sa position de maire pour truquer des appels d'offres. 3 contrats pour la construction de crèches à Paris. Chacun d'eux avait été attribué à des entreprises liées à ces hommes. La valeur totale? 5 millions d'euros. Et le meilleur, c'est qu'aucune de ces crèches n'était encore terminée, bien que l'argent soit sorti depuis longtemps du budget de la ville. Où est l'argent? Ai-je demandé. Paul a eu un sourire en coin. C'est la meilleure partie. J'ai vérifié le registre du commerce. Devine qui est actionnaire dans 2 de ces entreprises? J'ai regardé l'écran. Et là, dans le registre, j'ai vu son nom. Catherine Lemaire. Ma femme. Elle ne l'avait pas seulement aidé à gagner les élections. Maintenant, ils volaient ensemble l'argent des caisses municipales. Je suis resté assis en silence, sentant une boule d'acier froide grandir dans mon ventre. Il y a autre chose, a continué Paul. J'ai vérifié leur compte commun. Marc a acheté un appartement pour elle dans le 16e arrondissement. 5 pièces, vue sur la tour Eiffel, d'une valeur de plus de 2 millions.
Devine avec quel argent? Je n'avais pas besoin de deviner. Je savais. Avec le même argent qui devait construire des crèches pour les enfants parisiens. Il ne m'avait pas seulement détruit. Il volait toute la ville. Et il le faisait avec le sourire, certain que personne ne les attraperait. Paul me regardait, attendant ma réaction. Et maintenant? J'ai pris une grande inspiration. Maintenant, on leur prend tout. Le lendemain, j'ai déposé une plainte au parquet. Anonyme, bien sûr. Je ne voulais pas qu'ils sachent que ça venait de moi. J'ai joint des copies de tous les documents que Paul avait rassemblés, plus mes propres découvertes. Photos, relevés bancaires, correspondances. Tout parfaitement ordonné, avec date et montant. Le procureur ne pouvait pas ignorer cela. Les preuves étaient trop accablantes. Entre-temps, j'ai contacté mes filles. Pas directement. Je savais qu'elles m'ignoreraient. À la place, je leur ai envoyé un colis. Sans lettre, sans explication. Juste des copies des mêmes documents qui avaient atterri chez le procureur. Je voulais qu'elles sachent, qu'elles voient qui était vraiment leur mère. C'était peut-être cruel, peut-être, mais elles devaient connaître la vérité. Elles devaient savoir que leur père n'était pas le monstre que Cathy avait dépeint. 2 semaines plus tard, Le Monde publiait l'article de Paul. Le titre était « Scandale des crèches, le maire Delorme et ses transactions secrètes ». L'article était dévastateur. Paul avait tout décrit, les sociétés écrans, les fuites d'argent, les crèches manquantes, l'appartement du 16e. Et à la fin, cerise sur le gâteau, une brève mention. Dans l'affaire apparaît également le nom de Catherine Lemaire, ex-femme de l'homme politique Jean Lemaire, qui est actuellement actionnaire dans des sociétés liées au maire. Les médias ont explosé. En une journée, le sujet est devenu le numéro 1 en France. BFM TV, TF1, France 2. Tout le monde ne parlait que de ça. Les gens sur Internet étaient furieux. « Ils volent nos enfants », écrivait-il. À cause d'eux, les enfants n'ont pas de place en crèche. L'ironie était magnifique. Ces mêmes gens qui, quelques mois plus tôt, faisaient des mèmes sur moi, réclamaient maintenant justice. Le parquet a agi immédiatement. Perquisition, interrogatoire, compte gelé. Marc essayait de se défendre, parlait de calomnie, de règlement de compte politique. Mais les preuves étaient trop solides. Cathy a disparu. Personne ne savait où elle était. On disait qu'elle était partie chez sa sœur à Lyon. Manon et Zoé ont fini par me contacter. Elles ne se sont pas excusées tout de suite, mais pour la première fois depuis des mois, j'ai entendu dans leur voix autre chose que de la froideur. J'étais assis dans mon bureau, regardant l'écran de télévision. Marc Delorme, ce même homme qui, il y a 1 mois encore, recevait des félicitations en tant que nouveau maire de Paris, se tenait maintenant devant les caméras, pâle, en sueur, niant tout. Mais les gens ne le croyaient pas. Car contrairement à mes photos de sommeil, ici les preuves étaient irréfutables. Ce n'était que le début. La vérité a ceci de particulier que plus on essaie de la cacher, plus elle crie fort quand elle finit par sortir. Marc Delorme et Catherine l'ont appris de la manière la plus douloureuse. Mais je ne pouvais pas m'arrêter là. Ce qui avait été révélé n'était que la partie émergée de l'iceberg. Je savais qu'il y avait plus. Il y a toujours plus. J'ai commencé par analyser leurs habitudes. Pendant ces 6 années où ils me trahissaient, ils devaient bien se voir. Hôtel, restaurant, peut-être des endroits discrets. J'ai engagé un détective privé, un type nommé Christophe Mercier, un ancien flic qui s'occupait maintenant d'affaires privées. Christophe était bon, très bon. Je lui ai donné une liste d'endroits que je soupçonnais et lui ai demandé de vérifier les registres, les factures, tout ce qui pouvait laisser une trace. 3 semaines plus tard, Christophe est revenu avec une pile de documents plus épaisse qu'un annuaire. Il s'est assis en face de moi dans le même bureau où j'avais autrefois planifié ma campagne électorale. « Monsieur le maire, c'est maladif », a-t-il dit en posant le dossier sur le bureau. Il n'essayait même pas vraiment de se cacher. C'est comme s'il pensait être intouchable. Il a ouvert la première page. Hôtel Le Bristol, rue du Faubourg Saint-Honoré. L'un des hôtels les plus chers de Paris. Marc y réservait une suite toutes les 2 semaines, toujours au nom de Monsieur Martin. Un classique. Mais la réception avait gardé une copie de sa carte d'identité. Procédure standard. Là aussi, il payait avec sa carte professionnelle. Celle-là même qui ne devait servir qu'aux rencontres officielles de la mairie. Combien de fois? Ai-je demandé. Christophe a soupiré. 47 fois au cours des 2 dernières années. Toujours pour 2 nuits. Toujours le week-end. 47 fois.
alors que je pensais que Cathy allait voir sa mère ou des amis. 47 fois, ils avaient passé des week-ends dans une suite de luxe, buvant du champagne sur le budget de la ville. J'ai senti la nausée monter, mais ce n'était pas le moment pour les émotions. Quoi d'autre? Christophe a tourné quelques pages. Restaurant Le Meurice, quelques visites de plus. Toujours une table pour deux, il commande toujours la même chose. Tartare de saumon, entrecôte, bouteille de Château Margaux à 2000 €. Au total, il a dépensé là-bas environ 30 000 €. Les chiffres commençaient à former une image. Ce n'était pas juste des rendez-vous d'amants. C'était un mode de vie. Il vivait avec mon argent et l'argent des contribuables, sans trop s'en cacher, car ils étaient sûrs de leur impunité. Mais le pire était ailleurs. Christophe a fouillé au fond du dossier et a sorti un paquet de photos. J'ai fait ça de ma propre initiative, sans votre accord. Mais j'ai pensé que vous devriez savoir. J'ai regardé la première photo. Cathy et Marc sortant d'un restaurant. C'était normal. Deuxième photo. Ils s'embrassent sur le parking. Toujours normal dans un sens. Après tout, ils étaient amants. Troisième photo. Il rit en montrant quelque chose sur l'écran d'un téléphone. La quatrième photo m'a glacé le sang. C'était une photo de moi, exactement la même que celle publiée pendant la campagne. Moi endormi, la bouche ouverte. Et eux deux regardaient cet écran en riant. Date de la photo. 1 semaine avant la publication. Ils planifiaient ensemble ma disgrâce. Ils s'en amusaient ensemble. Pour eux, c'était un jeu. J'ai reposé la photo. Christophe me regardait avec inquiétude. « Monsieur le maire, on devrait peut-être faire une pause ?» J'ai secoué la tête. « Non, je dois tout savoir. Maintenant. » Il a pris une grande inspiration et a sorti le dernier document. C'est le plus dur. J'ai trouvé ça dans les archives du tribunal. Votre femme a déposé une demande de divorce 3 mois avant les élections. 3 mois avant. C'est-à-dire avant même de publier ses photos. Cela signifiait que tout était planifié. Dès le début, elle avait l'intention de me détruire, de partir et de commencer une nouvelle vie avec Marc. Les élections n'étaient qu'un bonus. Une méthode pour s'assurer que je tombe le plus bas possible. J'ai regardé la date de la demande. Mais, je me souviens de ce mois. Cathy était particulièrement affectueuse à ce moment-là. Elle cuisinait mes plats préférés, s'intéressait à la campagne, s'inquiétait de mon stress. Tout cela n'était qu'une comédie. J'ai remercié Christophe et lui ai demandé de préparer ses documents sous forme de rapport. Officiel, avec tampon et signature. Je savais ce que j'allais en faire. Le parquet avait déjà ses éléments sur la corruption, mais là, c'était des preuves de quelque chose de bien pire. L'utilisation systématique de l'argent public à des fins privées. Ce n'était pas seulement des délits financiers. C'était une trahison de la confiance publique à une échelle massive. Le lendemain, j'ai envoyé anonymement tout le rapport de Christophe à la Cour des comptes. Là-bas, on ne pouvait pas ignorer ça. La Cour examinait chaque cas où des fonds publics pouvaient être mal utilisés. De plus, j'ai envoyé une copie à 7 rédactions de journaux et chaînes de télévision différentes. Je voulais être sûr que si l'une ignorait l'affaire, les autres s'en empareraient. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 2 jours plus tard, BFM TV diffusait un sujet intitulé « Le maire et sa maîtresse ». La belle vie aux frais du contribuable. La journaliste, une jeune femme nommée Agnès, a été impitoyable. Elle a tout montré. Les factures du Bristol, les additions du Meurice, les vols en jet privé vers Deauville, dont même moi j'ignorais l'existence, les achats dans les boutiques de luxe de l'avenue Montaigne. La somme totale? Plus de 200 000 € en 2 ans. D'argent public. Les gens sont devenus fous. Internet était en ébullition. Les manifestations devant l'hôtel de ville ont commencé dès le lendemain. « Rendez-nous notre argent !» scandait-il. Marc essayait de se justifier, disait que c'était des calomnies, que toutes les dépenses étaient justifiées. Mais comment justifier 47 nuitées au Bristol avec une carte professionnelle? Le Conseil de Paris a exigé sa démission. Le Premier ministre a également pris la parole. Il a déclaré que « de tels comportements sont inacceptables dans la politique française ». Cathy m'a appelé 1 semaine plus tard. Pour la première fois depuis des mois. Sa voix était différente. Plus d'assurance, plus d'arrogance. Elle semblait fatiguée, peut-être même effrayée. « Jean, il faut qu'on parle. » Elle a utilisé un ton que je n'avais pas entendu depuis des années. « De quoi veux-tu parler, Cathy ?» ai-je demandé calmement. « C'est toi qui as fait tout ça. Je sais que c'est toi. Ces documents, ces photos,
C'est toi. Je n'ai pas nié. Et si c'est le cas? Un silence est tombé. Puis j'ai entendu quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Des pleurs. Cathy pleurait. Pardonne-moi, a-t-elle chuchoté. Pardonne-moi pour tout. Je sais que ça ne suffit pas, mais je le regrette vraiment. Une partie de moi voulait y croire. Cette partie qu'il avait aimée pendant 23 ans, qui avait construit avec elle une maison, une famille, une vie, mais une plus grande partie savait mieux. Tu regrettes, ou tu regrettes que je t'ai attrapé? Ai-je demandé. Elle n'a pas répondu tout de suite. C'était toute la réponse dont j'avais besoin. Le divorce sera finalisé selon la procédure, ai-je dit. Tu auras ce qui te revient selon la loi. Rien de plus, rien de moins. Quant à Manon et Zoé, c'est à elles de décider si elles veulent garder contact avec toi ou non. Mais elles connaissent désormais la vérité. J'ai raccroché avant qu'elles ne puissent répondre quoi que ce soit. Une semaine plus tard, Marc Delorme démissionnait. Il n'avait pas le choix. Le Conseil avait voté une motion de censure à une écrasante majorité. C'était un échec total. Dans sa déclaration, il parlait de chasse aux sorcières politiques, de manipulation médiatique. Mais personne ne le croyait. Les preuves étaient trop fortes et les gens trop en colère. Le parquet l'a mis en examen. Corruption, détournement de fonds publics, escroquerie. Cathy aussi, en tant que complice de l'entreprise criminelle. Ils ont dû payer une caution, 1 million d'euros chacun. C'était l'ironie du sort. L'argent qu'ils avaient volé, ils devaient maintenant le rendre pour éviter la détention provisoire. J'étais assis chez moi à Neuilly, regardant le jardin par la fenêtre. La neige commençait à tomber, la première neige de l'hiver. Tout semblait propre, calme. Manon et Zoé avaient accepté de venir déjeuner la semaine suivante. C'était un petit pas, mais important. Paul a appelé pour me féliciter. Christophe a envoyé un SMS avec l'emoji d'une coupe de champagne. Mais je ne ressentais pas de triomphe. Je ressentais du soulagement. C'était un sentiment étrange. Pas de bonheur, pas de satisfaction. Juste le soulagement que la vérité est enfin éclatée. Que les gens qui m'avaient détruit répondent maintenant de leurs actes. Que la justice, bien que lente, soit enfin arrivée. Ce n'était pas la fin. Je savais que le procès durerait des mois, peut-être des années. Mais le plus important était déjà fait. Ils avaient tout perdu. Réputation, pouvoir, avenir. Et moi, j'avais retrouvé ma dignité. Si vous suivez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le pouce bleu et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces événements. Manon est arrivée la première. Elle est venue avec la vieille Clio que je lui avais achetée pour ses 18 ans. À l'époque, elle criait de joie. Maintenant, la voiture avait l'air usée, comme si elle symbolisait tout ce qui s'était dégradé entre nous. Je l'ai vue par la fenêtre, assise dans la voiture encore quelques minutes, rassemblant son courage. Je savais ce qu'elle ressentait. Ce n'était une rencontre facile pour aucun de nous. J'ai ouvert la porte avant qu'elle n'ait le temps de sonner. Elle se tenait sur le seuil, incertaine, les mains dans les poches de sa veste. Elle avait 26 ans, mais à ce moment-là, elle ressemblait à une adolescente. « Bonjour, papa », a-t-elle dit doucement. « Pas papa, juste un papa officiel. » J'ai hoché la tête. « Entre. » J'ai fait du café. Nous nous sommes assis dans le salon, ce même salon où nous regardions autrefois des dessins animés ensemble, où nous fêtions chaque Noël, où j'avais eu avec elle des discussions sérieuses sur la vie quand elle avait 17 ans et se demandait quelles études choisir. Maintenant, nous nous sentions comme des étrangers. Manon tenait sa tasse à 2 mains, fixant le liquide sombre. « J'ai lu les documents que tu as envoyés. » A-t-elle commencé? Je n'ai pas répondu. J'attendais. J'avais appris à attendre. Maman disait toujours que tu étais le méchant, que tu étais froid, que tu te fichais de la famille, que seul l'argent et la politique comptaient. Elle s'est arrêtée, a bu une gorgée de café. Mais ces documents... Papa, comment a-t-elle pu? Pendant 6 ans? Et cet argent? Les crèches? Sa voix s'est brisée. J'ai posé ma main sur la table, près de la sienne, mais sans la toucher. Elle devait décider elle-même si elle voulait ce contact. Manon, pendant 23 ans, je suis rentré à la maison chaque jour. J'ai peut-être beaucoup travaillé. Je n'ai peut-être pas toujours été présent à 100%, mais je ne vous ai jamais négligé. Je ne vous ai jamais trahi. Tout ce que je le faisais pour vous, pour notre famille. Elle a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient rouges. Je sais. Maintenant je sais. Zoé est arrivée 1 heure plus tard.
Plus jeune, 22 ans, toujours plus explosive que Manon. Elle est entrée dans la maison comme une tornade, a jeté son sac par terre et m'a tout de suite serré dans ses bras. Fort, désespérément. Pardon, papa. Je suis tellement désolé. J'ai été horrible. Je lui caressai les cheveux, sentant une larme couler sur ma joue. Pour la première fois depuis des mois, je me suis autorisé ce moment de faiblesse. Nous avons parlé pendant 4 heures. De tout. De la façon dont Cathy les avait manipulés pendant des années, en leur répétant que j'étais un mauvais père. De la façon dont les filles se sentaient déchirées entre leurs parents. Du fait qu'elles ne savaient plus quoi penser de leur propre mère. Manon pleurait, disant qu'elle avait l'impression que son enfance était un mensonge. Zoé était furieuse. Elle voulait aller à Lyon et dire à maman tout ce qu'elle pense d'elle. Je les ai retenues. C'est votre mère. Indépendamment de ce qu'elle a fait, c'est toujours votre maman. Je ne vous demande pas de la haïr. Je vous demande juste de connaître la vérité et de choisir vous-même comment vous voulez vivre la suite. Manon m'a regardé les larmes aux yeux. Comment tu fais, papa? Comment peux-tu être aussi calme après tout ça? J'ai réfléchi un instant. Parce que si je laissais la colère me contrôler, ils auraient gagné. Ils m'ont détruit une fois. Je ne permettrai pas qu'ils le fassent une seconde fois en me prenant ma paix intérieure. La justice demande du sang-froid, pas des émotions. Ce n'était pas tout à fait vrai. À l'intérieur, ça bouillonnait toujours. Mais j'avais appris à contrôler ce feu, à le diriger vers les bons endroits. Les filles sont restées pour le dîner. J'avais cuisiné moi-même, un bœuf bourguignon, que ma mère m'avait appris à faire avant de mourir. Manon aidait à couper le pain, Zoé mettait la table. C'étaient des gestes simples, mais ils signifiaient tout. Nous reconstruisions quelque chose qui avait été détruit. Lentement, morceau par morceau. Après le dîner, Zoé a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. « Papa, est-ce que tu aimais maman? Tu l'aimais vraiment ?» Je l'ai regardée. J'aimais la femme que j'ai rencontrée il y a 25 ans. Celle qui riait de mes blagues stupides, qui me tenait la main quand ta grand-mère mourait, qui pleurait de joie quand tu es né. Mais cette femme n'existe pas, ou n'a jamais existé, et je n'ai vu que ce que je voulais voir. Manon a essuyé ses yeux. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Avec le procès, avec maman, avec tout? J'ai haussé les épaules. Le procès commencera dans quelques mois. Marc et votre mère devront répondre devant la justice. Ils peuvent aller en prison. Les avocats parlent de 3 à 5 ans pour détournement et corruption. Peut-être qu'ils auront du sursis s'ils rendent l'argent et coopèrent. Et toi? Tu veux qu'ils aillent en prison? A demandé Zoé. C'était une bonne question. Est-ce que je le voulais? Il y a un mois, la réponse aurait été univoque. Oui, je voulais qu'ils souffrent comme j'avais souffert, que le monde les voie menottés, humiliés, détruits. Mais maintenant, assis ici avec mes filles, sentant que nous reconstruisions notre relation, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de vérité et de justice. Je veux qu'ils répondent de ce qu'ils ont fait. Que ce soit la prison ou non, c'est la décision du tribunal. Moi, j'ai fait ma part. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de mon avocat, Michel Dubois. Michel était le meilleur du milieu. Il avait représenté pendant des années les plus grandes entreprises de France et maintenant il travaillait pour moi. « Jean, on a un problème », a-t-il dit sans préambule. Marc essaie de négocier un accord avec le parquet. Il veut témoigner contre Catherine pour réduire sa peine. J'étais assis dans mon bureau, regardant la pluie tomber derrière la fenêtre. C'est-à-dire qu'il rejette toute la faute sur ta femme. Il prétend que c'est elle qui l'a forcé, qu'elle l'a manipulé, qu'il n'était qu'une victime de ses plans. Le parquet est prêt à considérer sa proposition s'il fournit des preuves concrètes. J'ai ri, amèrement, sans joie. Évidemment, un lâche jusqu'au bout. Michel est resté silencieux un instant. Il y a encore autre chose. Catherine essaie aussi de négocier. Son avocat m'a contacté officieusement. Elle voudrait te voir, en privé, sans témoin. Elle prétend avoir quelque chose d'important à dire. Chaque partie de moi criait « Non ». Je ne voulais pas la voir. Je ne voulais pas entendre sa voix, regarder dans ses yeux, risquer qu'elle essaie encore de me manipuler. Mais il y avait aussi la curiosité. Que pouvait-elle me dire maintenant, alors que tout s'était effondré? Quelle dernière carte avait-elle dans sa manche? Quand? Demain. Au café sur l'île Saint-Louis, là où vous vous êtes rencontrés. C'est ce qu'elle a suggéré. Le café Saint-Régis. Nous y étions allés pour la première fois en 2002. J'avais 28 ans, elle 25. Je me souviens de l'avoir fait rire avec une blague stupide sur le serveur.
de la façon dont elle commandait une tarte tatin qu'elle avait ensuite partagée avec moi, de la façon dont elle avait dit qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme moi. C'était il y a 23 ans, dans une autre vie, avec d'autres gens. Mais j'ai accepté. Dis-lui que j'y serai à 14 heures. Michel hésitait. Jean, tu es sûr? Elle pourrait essayer de... Je sais ce qu'elle peut essayer, l'ai-je coupé. Mais je dois finir ça. À mes conditions. Le lendemain, à 14 heures précises, je suis entré au Saint-Régis. Cathy était déjà là, assise à la même table où notre histoire avait commencé autrefois. Elle avait l'air différente, vieillie, fatiguée, comme si ces derniers mois lui avaient ajouté 10 ans. Elle n'était pas maquillée, ses cheveux étaient indisciplinés. Ce n'était pas cette femme sûre d'elle qui régnait autrefois sur chaque assemblée. Je me suis assis en face d'elle, sans dire un mot. Elle m'a regardé, et puis elle a dit la chose à laquelle je m'attendais le moins. Je suis enceinte, Jean. Marc est le père, et je ne sais pas quoi faire. Le monde s'est arrêté un instant. Je regardais Cathy, essayant de traiter ses mots. Enceinte. De Marc. Une partie de moi voulait se lever et partir sans se retourner. Mais je suis resté. Pourquoi tu me dis ça? Ai-je fini par demander, gardant une voix calme. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Parce que je n'ai personne d'autre. Maman ne veut plus me parler depuis que tout est sorti. Les filles? Manon m'a dit que j'étais un monstre. Marc prétend que ce n'est pas son enfant, que j'essaie de le piéger. Elle a ri amèrement. Tout le monde m'a quitté. Et toi? Toi, tu es le seul homme qui a toujours tenu parole. C'était du cynisme de haut vol. Après tout ce qu'elle m'avait fait, elle venait ici en comptant sur mon honnêteté. Cathy, tu as détruit ma vie. Tu m'as vendu pour de l'argent et une aventure. Tu as publié ces photos en sachant exactement ce que ça provoquerait. Et maintenant tu viens ici en pensant que... Quoi? Que je vais t'aider? Elle a levé la tête. Elle avait les larmes aux yeux. Je ne demande pas d'aide. Je voulais juste que tu saches que ce n'était pas... que j'ai vraiment souffert. Que je me sentais seul. La serveuse a apporté le café que j'avais commandé. Cathy n'a pas touché à son thé. Nous étions assis en silence. En fond sonore, une musique douce jouait un morceau de piano que j'aimais autrefois. Seul, ai-je répété finalement. Pendant 6 ans, tu as eu une liaison avec mon adversaire politique, tu as volé de l'argent du budget de la ville, tu as vécu aux frais du contribuable et tu te sentais seul? Cathy, je travaillais 17 heures par jour pour te donner, à toi et aux filles, tout ce qu'il fallait. Une maison, la sécurité, un avenir. Mais pour toi, ce n'était pas assez. Elle n'a pas essayé de se défendre. C'était étrange. Elle avait toujours réponse à tout. Elle savait toujours retourner la situation à son avantage. Maintenant, elle restait juste assise, regardant ses mains. Je sais que rien ne justifie cela. Je sais que je suis un monstre. Mais, Jean, j'ai peur. Le procès commence dans 1 mois. Mon avocat dit que je peux prendre 3 ans. Et maintenant, cet enfant, elle s'est arrêtée. Marc veut que j'avorte. Il dit que ça détruira sa réputation plus qu'elle ne l'est déjà. J'ai pris une grande inspiration, c'était un jeu. Ça devait l'être. Elle essayait de m'émouvoir pour que je... Quoi? Que je m'adoucisse? Que je retire ma plainte? Que je l'aide financièrement? Qu'est-ce que tu veux de moi, Cathy? Elle m'a regardé dans les yeux. Je veux que tu dises aux filles que je ne suis pas entièrement mauvaise. Que j'ai été une bonne mère autrefois. Que tout ça, que ça a échappé à tout contrôle. C'était pathétique. Et d'une certaine manière honnête. Pour la première fois depuis des mois, je voyais en elle quelque chose de vrai. Le désespoir. Pas de l'amour, pas du remords. Juste le pur et terrifiant désespoir d'un être humain qui a tout perdu et réalisé qu'il se l'était infligé à lui-même. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit doucement. Manon et Zoé doivent décider elles-mêmes ce qu'elles pensent de toi. Je leur ai montré les faits. Maintenant, c'est leur choix. Je me suis levé. La conversation était finie. Mais avant de sortir, je me suis retourné une dernière fois. Cathy, si tu tiens vraiment à cet enfant, garde-le. Pas pour Marc. Pas pour moi. Pour toi. C'est peut-être la seule chance de réparer quelque chose. Je n'ai pas attendu la réponse. 2 semaines plus tard, mon équipe juridique a découvert quelque chose d'intéressant. Marc Delorme avait une autre société, dont même les procureurs ignoraient de l'existence. Elle était enregistrée à Chypre sous le nom de MedTech Solutions. Officiellement, elle s'occupait de conseils dans le domaine des technologies médicales. En réalité,
C'était une autre coquille vide pour blanchir de l'argent. J'ai demandé à Michel d'enquêter plus précisément sur cette entreprise. Une semaine plus tard, il était assis dans mon bureau avec un ordinateur portable plein de données. Jean, c'est plus gros qu'on ne le pensait. MedTech Solutions a remporté 3 appels d'offres pour la fourniture de matériel médical aux hôpitaux parisiens. Valeur totale, 30 millions d'euros. Mais le matériel n'a jamais été livré. Ou alors, ils ont livré du matériel d'occasion, facturé comme neuf. Je sentais une froide satisfaction monter en moi. Tu as des preuves? Michel a souri. J'ai des factures, de la correspondance, des témoins. Un des médecins de l'hôpital Necker a accepté de témoigner. Il dit qu'ils ont commandé de nouveaux scanners et qu'ils ont reçu des machines vieilles de 10 ans, repeintes et avec les plaques changées. Les patients ont été exposés à des diagnostics erronés parce que le matériel fonctionnait mal. Ce n'était plus seulement de la corruption. C'était une mise en danger de la vie d'autrui. Marc Delorme ne se contentait pas de voler, il mettait en danger la santé des patients pour son propre profit. Transmets tout ça au parquet. Immédiatement. Michel a hoché la tête et est sorti, et je suis resté seul avec mes pensées. Ces derniers mois, j'avais construit un mur autour de moi. Je ne m'autorisais aucune émotion, aucune faiblesse. Tout était planifié, calculé. Mais maintenant que la fin de cette histoire approchait, je commençais à ressentir autre chose. Pas de triomphe, même pas de satisfaction. Juste un vide. Ils avaient tout perdu. Pouvoir, argent, réputation. Et moi, qu'est-ce que j'avais gagné? J'ai appelé Manon. Elle a décroché à la 3e sonnerie. « Papa? Tout va bien ?» J'entendais de l'inquiétude dans sa voix. C'était nouveau. Ces derniers mois, nous avions doucement reconstruit notre relation, mais il y avait encore pas mal de tensions entre nous. « Oui, ma chérie, je voulais juste entendre ta voix. » Elle est restée silencieuse un instant. « Papa, maman m'a appelé hier. Elle a dit qu'elle était enceinte. Je savais que ça arriverait. Je sais. Elle me l'a dit. Qu'est-ce que tu en penses? A demandé Manon. C'était une bonne question. Qu'est-ce que je pensais? Je pense que c'est sa vie et sa décision. Pas la mienne. Mais ça sonne bizarre, je sais. Mais j'espère que cet enfant sera pour elle une chance de changer. Manon a soupiré. Zoé est furieuse. Elle dit que maman ne mérite pas d'être mère encore une fois, après nous avoir déçus. Ça faisait mal. Parce que Zoé avait raison. Cathy les avait déçus en tant que mère. Mais est-ce que ça signifiait qu'elle ne devait pas avoir une seconde chance? Écoute, Manon. Ce que votre mère vous a fait était terrible. Mais c'est toujours votre maman. Et cet enfant, s'il naît, sera votre frère ou votre sœur. Vous n'êtes pas obligé de lui pardonner. Vous n'êtes même pas obligé de lui parler. Mais ne laissez pas la haine vous dévorer de l'intérieur. Ça n'en vaut pas la peine. Manon pleurait. Je l'entendais au téléphone. Papa, comment tu fais? Comment peux-tu être aussi? Bon, après tout, j'ai souri tristement. Je ne suis pas bon, ma chérie. Je suis fatigué. Fatigué de la haine, de la vengeance, de tout ce cirque. Je veux juste la paix. Le lendemain, le parquet présentait à Marc de nouvelles charges, escroquerie liée à MedTech Solutions, mise en danger de la vie et de la santé des patients. C'était le coup de grâce. Son avocat a essayé de négocier, mais il n'y avait plus rien à négocier. Les preuves étaient accablantes. Les journaux titraient sur le scandale médical du siècle. Les gens descendaient dans la rue, réclamant justice. Finalement, l'un des patients de l'hôpital Necker, un homme âgé dont le cancer avait été mal diagnostiqué, a intenté un procès au civil. Il réclamait 10 millions d'euros de dommages et intérêts. Marc Delorme était fini. Ce n'était plus une lutte pour la réputation ou le pouvoir. C'était une lutte pour ne pas aller en prison pour une décennie. Et il perdait. Mais moi aussi, je sentais que je perdais. Pas au sens matériel ou juridique, au sens spirituel. J'avais tout, l'argent, le respect dans les affaires, des relations retrouvées avec mes filles. Et pourtant, je me réveillais la nuit, fixant le plafond et me demandant « Et maintenant ?» La vengeance était satisfaisante, mais elle n'apportait pas le bonheur. La justice était importante, mais elle ne comblait pas le vide dans le cœur. Paul est passé me voir le soir. Il a apporté une bouteille de bon whisky. Nous étions assis dans le salon, buvant en silence. « Tu sais quoi, Jean ?» a-t-il fini par dire. « Tu as gagné. Ils sont finis. Tu devrais te réjouir. » J'ai secoué la tête. « Je n'ai pas gagné, Paul. Personne n'a gagné. »
Elle a tout perdu. Il a tout perdu. Moi, j'ai perdu 23 ans de vie avec une femme qui ne m'aimait pas. Où est la victoire là-dedans? Paul me regardait de son regard perçant. Mais tu t'es retrouvé, toi. Tu as retrouvé ton nom, ta dignité. C'est ça la victoire. Peut-être avait-il raison. Peut-être était-ce la seule victoire que je pouvais obtenir. Non pas le triomphe sur les ennemis, mais la récupération de ce que j'étais vraiment. Un homme honnête qui ne s'est pas laissé briser. Le procès a commencé un lundi pluvieux d'avril. Le tribunal de grande instance de Paris était assiégé par les journalistes. Des caméras partout, des reporters hurlant des questions. Marc Delorme est entré par l'arrière, entouré de gardes du corps et d'avocats. Il ressemblait à l'ombre de lui-même, maigre, pâle, des poches sous les yeux. L'homme qui dirigeait la ville 6 mois plus tôt tenait à peine debout. Cathy ne s'est pas présentée le premier jour. Son avocat a demandé un report en raison de sa grossesse. Le juge a accepté. Elle devait se présenter 2 semaines plus tard. Moi, j'étais assis dans la salle en tant que partie civile, même si ce n'était pas requis. Je voulais les regarder dans les yeux. Je voulais voir comment le système judiciaire, en lequel j'avais cru toute ma vie, allait enfin fonctionner. Le procureur a été brutal. Il a présenté chaque document, chaque trace de transfert d'argent, chaque mensonge. Il a parlé des crèches qui n'avaient jamais vu le jour. Des scanners qui mettaient la vie des patients en danger. Des centaines de milliers d'euros dépensés pour un train de vie luxueux, alors que les enfants parisiens attendaient des places en crèche et que des malades mouraient à cause d'un équipement défectueux. L'avocat de Marc a essayé de jouer la carte de la manipulation. Mon client a été victime d'une femme qui a utilisé ses sentiments à ses propres fins, disait-il. Il pointait du doigt l'absence de Cathy comme la source de tout le mal. C'était répugnant. Marc était assis la tête basse, feignant la contrition. Mais je voyais ses yeux briller parfois de colère quand le procureur énumérait les preuves. Le 2e jour, le procès a été interrompu. L'un des témoins, le médecin de Necker, s'est évanoui dans la salle après avoir décrit comment une patiente était décédée à cause d'un mauvais diagnostic dû au scanner défectueux. La femme avait 35 ans, 2 enfants. Le cancer était détectable si l'appareil avait fonctionné correctement. Mais MedTech Solutions avait livré une machine qui avait 20 ans et qui était bonne pour la casse. Quand le médecin a raconté comment il avait dû dire au mari de cette femme qu'elle allait mourir, sa voix s'est brisée, et puis il s'est effondré. La salle a explosé. Les gens criaient, les journalistes se sont rués avec leurs caméras, le juge frappait avec son marteau, réclamant le silence. Marc a essayé de se lever, comme s'il voulait s'enfuir, mais la sécurité l'a retenu. Je regardais tout ça, et je ne ressentais rien. Le vide. Cette femme était morte, à cause de l'avidité de Marc Delorme, et aucune peine de prison ne réparerait cela. Ce soir-là, Manon a appelé. « Papa, tu as vu les infos ?» « Oui. » Maman a appelé. Elle pleurait. Elle disait qu'elle ne savait rien pour le matériel médical, que Marc ne lui en avait jamais parlé. J'ai haussé les épaules, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Peut-être qu'elle ne savait pas, ou peut-être qu'elle savait et qu'elle fait semblant. Je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui est faux. 1 semaine plus tard, Cathy s'est présentée au tribunal. Son ventre était déjà visible. 5e mois. Elle avait l'air fragile, comme si elle pouvait se briser à tout moment. Elle était assise sur le banc des accusés à côté de Marc. Mais elle ne le regardait même pas. Eux qui planifiaient autrefois ma compromission en riant dans des hôtels de luxe, étaient assis là comme des étrangers. Le procureur a commencé l'interrogatoire. « Madame le maire, plaidez-vous coupable ?» Cathy m'a regardé. Pour la première fois depuis des mois, nos yeux se sont croisés. Dans son regard, je voyais le désespoir, le regret, peut-être même le remords. Mais c'était trop tard. « Oui », a-t-elle dit doucement. « Je plaide coupable. » La salle s'est figée. Personne ne s'y attendait. Son avocat avait l'air choqué. Marc a blêmi. « Vous plaidez coupable de tous les chefs d'accusation ?» a insisté le procureur. Cathy a hoché la tête. « De tous. J'ai pris l'argent. J'ai espionné mon mari. J'ai aidé à la corruption. Je savais pour le matériel médical. Ce dernier point était un mensonge. Je le voyais. Elle ne savait pas. Mais elle prenait la faute sur elle. Pourquoi? Protéger Marc? Ou peut-être pour protéger l'enfant d'un père qui serait en prison? Marc a explosé. Elle ment. Elle ment. Elle n'en savait rien. Son avocat essayait de le faire taire. Mais c'était trop tard.
C'est moi qui ai tout fait, elle était juste... Il s'est arrêté, réalisant ce qu'il venait de dire. Le procureur a souri. Juste quoi, monsieur Delorme, je vous en prie, finissez. Marc s'est effondré. Totalement. Il a commencé à hurler que tout était de la faute de Cathy, qu'elle l'avait utilisé, qu'elle l'avait manipulé depuis le début. C'était en contradiction avec ce que disait son avocat depuis des jours. Le juge a ordonné une suspension d'audience. Quand ils sont sortis de la salle, Cathy m'a regardé une dernière fois. Cette fois, il n'y avait pas de demande de pardon dans ses yeux. Il y avait autre chose. L'acceptation. L'acceptation de ce qui s'était passé, de ce qu'elle était devenue. Le procès a duré encore 2 semaines. Les témoins défilaient, les experts analysèrent les documents, les avocats se disputaient sur l'interprétation des lois. Mais l'issue était jouée d'avance. Marc Delorme a été condamné à 8 ans de prison ferme. Plus 10 millions de dommages et intérêts pour les familles des victimes. Plus le remboursement de tout l'argent volé. Cathy a pris 3 ans, mais le tribunal a différé l'exécution de la peine jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans. Elle pourrait accoucher et passer les premières années avec l'enfant. Ensuite, elle irait en prison. À l'annonce du verdict, elle n'a pas pleuré. Elle restait juste droite, les mains sur son ventre, comme si elle protégeait ce qui était à l'intérieur. Je suis sorti du tribunal par l'entrée principale. Les journalistes m'ont entouré immédiatement. « Monsieur le maire, comment vous sentez-vous? Est-ce que justice est faite? Comptez-vous revenir en politique ?» Je me suis arrêté et j'ai regardé les caméras. La justice a été rendue. Les gens qui ont enfreint la loi en subiront les conséquences. C'est tout ce que je peux dire. Mais ce n'était pas toute la vérité. La vérité, c'est que je me sentais vide. Ils allaient en prison. Leurs vies étaient détruites. Et moi, je retournais dans une maison vide, où chaque coin me rappelait ce que j'avais perdu. L'argent, l'influence, le respect, j'avais tout ça. Mais je n'avais pas ce qui compte vraiment. 1 semaine après le verdict, Manon et Zoé sont venues déjeuner. J'ai encore cuisiné un bœuf bourguignon. C'était devenu notre tradition. Zoé mettait la table. Manon coupait le pain. Des gestes simples qui signifiaient tout. « Papa », a commencé Manon, « on a parlé avec Zoé, et on veut que tu saches qu'on est fiers de toi. » J'ai posé la cuillère. « Fier? De quoi ?» Zoé m'a pris dans ses bras. De ne pas t'être laissé briser. De t'être battu pour la vérité. Du fait que tu es toujours un homme bon. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pendant tous ces mois, j'avais tenu bon. Je ne m'étais pas autorisé de faiblesse. Mais là, avec mes filles, je me suis autorisé à pleurer. Le lendemain, je suis allé au Saint-Régis. Seul. J'ai commandé un café et une tarte tatin. La même que Cathy avait commandée il y a 23 ans. J'étais assis à la même table, regardant par la fenêtre l'île Saint-Louis. Les gens passaient, se dépêchaient, vivaient leur vie. Et moi j'étais là, à l'endroit où tout avait commencé, me demandant comment tout cela avait pu finir ainsi. La serveuse a apporté la commande. « Autre chose ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. J'étais seul. Mais pour la première fois depuis des mois, cette solitude ne faisait pas mal. Elle était paisible. Peut-être était-ce le début de quelque chose de nouveau. Peut-être était-ce la fin du vieux Jean Lemaire et la naissance de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait traversé l'enfer et était ressorti de l'autre côté. J'ai mangé la tarte. Elle était bonne. Pas comme autrefois, mais bonne. Et cela suffisait. Si vous suivez cette histoire jusqu'au bout, restez avec nous, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le pouce bleu et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce final.